n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. 4 potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue dans ce 13e épisode du Tripodcast. On est aujourd'hui avec la Dream Team habituelle, Victor et Pierre, qui sont ravis. Bonjour. Et une 4e invitée surprise spéciale, Alima. Re-bienvenue avec nous. Merci. T'étais déjà venu pour l'épisode sur Erin Brockovich. C'est ça. T'étais venu défendre, c'était super. Du coup, tu reviens. Et nous, aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle de Boogie Nights, deuxième film de Paul Thomas Anderson sorti en 97. Et ensuite de Ferrari de Michael Mann, Vroom Vroom les voitures. Mais pour commencer, on envoie un extrait de Boogie Nights. Boogie Nights. Boogie. You got your camera, you got your film, you got your lights, you got your sound, you got your syncing, you got your editing. But if you make a good one, there's practically no end to how much money you can make. Eddie Adams from Torrance. I got a feeling, but those genes are so wonderful, just waiting to get out. Boogie Nights, sorti en 97, donc on a avec Mark Wahlberg, Julianne Moore et d'autres. Le pitch rapide, en 77, le jeune Eddie Adams est plongeur dans une boîte de nuit à la mode de San Fernando Valley, à Los Angeles, et il fait la connaissance de Jack Horner, qui va le propulser dans le monde du cinéma porno, à une époque où le sexe est un plaisir sans danger et une industrie. Eddie devient une star internationale sous le nom de Dirk Diggler. Alors, pourquoi on parle de ce film ? Pierrot, t'as un petit contexte pour commencer. Un petit contexte, je voulais encore une fois présenter un film qui m'a marqué au travers de ma cinéphilie. C'est un film que j'ai immédiatement reconnu comme chef-d'œuvre, dès le début, quoi. Dès le premier plan. Tu dis, ah ouais, ça va être génial, ça va m'embarquer. Même si l'histoire, ça peut paraître malaisant, après on accroche pas. Mais en même temps, t'es forcé de reconnaître la maestria du réalisateur, quoi. Donc, qui est Paul Thomas Anderson, c'est son deuxième film, et c'est incroyable de voir une telle maîtrise pour un deuxième film, d'un film choral, quoi, qui va durer 2h40, il me semble, c'est ça ? Il est long. Voilà. Ouais, Pas tant que ça. Ouais, c'est alors c'est drôle, mais c'est pas vraiment une comédie, c'est plus un drame, c'est une sorte de tragédie en fait, l'histoire de ce mec. Victor, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, pour dire que Boogie Nights, c'est un nom qui me parle en fait, parce que c'est un peu le film un peu trop lointain pour moi. Je savais qu'il existait ce film, mais pour moi c'était vraiment le pavé que je pouvais pas me farcir. Je savais qu'il était très connu, tout ça, et j'ai jamais voulu me le farcir. Je sais pas, il y avait quelque chose, il y a une barrière qui faisait que je sais pas, je voulais pas le voir, et du coup j'ai été amené à le voir pour cet épisode-là. Et j'ai eu tort d'avoir tant rechigné à le regarder, parce que j'ai trouvé le film excellent dans tous ses aspects. Il n'y a pas un truc qui m'a gêné dans le film. Je trouve que tu es baladé par le film en fait, qui est très bien rythmé. Et en fait, c'est ça que j'ai souligné en fait dans le film, c'est que dès le début, la musique, l'ambiance, t'es dans le rythme du film. Du coup, tu disais que c'était un film qui était un peu long. Je suis pas d'accord, parce que c'est un film long. Objectivement, 2h40 c'est long, mais on le sent pas. Bien sûr, mais vraiment dans le film, je trouve pas que le temps se fait long du tout, puisque chaque séquence, j'ai pu voir des films qui ressemblent à celui-là, notamment de Scorsese, où on fait la montée et la descente aux enfers d'un personnage. Là, j'ai trouvé que c'était juste en fait. J'ai trouvé juste, et même son sujet. Moi, j'ai pas l'habitude de regarder des films sur la pornographie, puisque c'est pas un sujet qui me. Déjà, il y en a pas. On n'a pas des masses. Il y en a pas. J'imagine. C'est pour ça qu'il a eu du mal à le produire, ce film, en fait, parce que beaucoup d'acteurs voulaient pas tourner dedans. Ils savaient pas de quoi ça allait parler. Paul Thomas Anderson, il en était qu'à son deuxième film, et on savait pas qu'il allait être le réalisateur qu'il est aujourd'hui. Donc très peu de gens avaient peur de mouiller leur chemise sur. Sans faire de jeu de mots. Il y a très peu de gens qui voulaient s'engager sur le film. Ils ont eu peur des retombées plus tard. Ah mon Dieu, il a tourné dans un film qui parle du porno et tout. Puis aux États-Unis, le porno, on a le droit d'en faire, mais on n'a pas le droit d'en parler, quoi. Ouais. Là, je trouve que le sujet est très bien abordé. Je trouve que c'est un super film en fait, parce que justement, il arrive à t'amener le sujet avec. Parce qu'au début, je m'attendais pas à ce qu'on humanise tant ces personnages-là, ces acteurs de ce secteur-là de la pornographie. Et en fait, on les déshumanise en fait dans le film, et on n'est pas encore dans la partie spoil, donc je vais pas spoiler. Encore. Mais en tout cas,
toute la bande de Dirk enfin, j'ai adoré, moi. J'ai adoré le film, en fait. Alima. Moi, je sais pas trop si j'ai aimé ou pas aimé. En tout cas, c'est un film, je trouve, qui m'a dérangé. J'ai eu du mal à le regarder parce que je l'ai trouvé très violent. Il y a d'autres films de Paul Thomas Anderson, on en reparlera peut-être après, que je trouve plus accessibles et moins violents, tout simplement, sur le propos. Après, dire que j'ai aimé ou pas aimé, c'est un peu... je ne sais pas, en fait. J'ai ressenti des choses, ça c'est sûr, pendant le film. Donc c'est ce que j'attends aussi d'un film. Maintenant, voilà. Pour l'instant, sans spoiler et expliquer chaque scène, je trouvais que c'était difficile à regarder quand même. Ouais, sans spoiler, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que les personnages principaux, c'est pas eux en fait à qui tu t'attaches et tu vois Dirk Diggler, c'est pas lui à qui t'as d'empathie et que tu suis et que t'es content qu'il réussisse. C'est plutôt au final les autres. C'est plutôt Julianne Moore, c'est plutôt Roller Girl dont j'ai oublié le prénom dans le film. Même le réel. Hein. Plutôt pour elle l'empathie, tu vois que Jack Horner en fait c'est un fumier, tu vois. Pas vraiment, moi je trouve pas. On en parlera après, mais moi j'ai un point différent sur le réel. Ah oui. Ah ouais. Je suis pas d'accord. Ah ouais. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Okay. Je trouve que... J'ai hâte qu'on en parle dans la partie spoiler. Au pire, on y passe. Mais en attendant, c'est pour dire aussi que techniquement, sans spoiler, le film est incroyable. On est sur des plans séquences qui sont, moi je dis rodés, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est très travaillé. Tout est cinématographiquement parlant très très pointu dans le film. Les plans séquences, j'ai l'impression que c'est des heures et des heures et des heures de travail, puisqu'au millimètre près de chaque figurant qui joue dans la séquence, c'est incroyable. J'ai pas souvent vu des films à plans séquences qui me fascinent comme ça, et Boogie Nights, ça y est, c'en est un, quoi. Dont l'ouverture, si on peut la montrer maintenant peut-être. L'ouverture, c'est un plan séquence où on voit tous les personnages. Alors c'est pas exactement ça, donc c'est pas grave. C'est un autre plan séquence qui est en plein milieu du film. On peut montrer l'ouverture quand même au montage. On voit tous les personnages, c'est dans la boîte et pendant 2 minutes on est avec eux et on est direct, du coup ça permet d'être dans le film d'un coup, et le plan séquence, comme tu dis, il est léché de ouf. Ce qui est excellent, c'est que nous, moi je les connais ces acteurs, puisque je regarde un film... Du coup, il est de quelle année 97. Je regarde un film de 97, je le regarde en 2024, et j'ai l'impression de connaître tout le monde déjà, et du coup je retrouve des potes, et du coup ce plan de séquence où tu découvres un peu tout le monde, t'es là, je vais ah putain il y a lui, et il y a lui, ah putain il y a Julianne Moore aussi, ah putain ils sont tous là en fait, c'est incroyable et tout. Donc je suis vraiment j'étais mis dans la boîte en même temps que quoi, je faisais partie de la bande un peu dans ce plan de séquence de début, et ça c'était bien sympa. Et il y a la séquence chez Dr Octopus, là, je sais pas son personnage dans le film. Alfred Molina. À 2/3 ou 3/4 du film, là, qui est incroyable, c'est une séquence de fou. Ça m'a rappelé un peu la séquence dans Babylone avec Tobey Maguire, là. Où on est... Pardon. T'as un problème. Non, j'ai pas de problème avec le film de Damien Chazelle. Est-ce qu'on passe à la partie spoil ? Voilà, donc, on peut passer à la partie si spoil. vous l'avez pas vu, revenez dans 2h40, voilà, ça se mange sans fin. Et nous on passe au spoil. Alors, qui veut commencer sur cette partie du coup ? Toi t'avais dit que t'étais pas d'accord sur le réalisateur. Moi je trouve que qu'il y a quand même une histoire d'emprise, on va dire, sur les personnages, notamment le personnage de Mark Wahlberg, du coup. Parce qu'il est jeune à cette époque-là. Il joue un personnage jeune. 17 ans, ouais. Il a 17 ans. Et tout de suite, il se fait repérer par ce réalisateur, donc, qui lui-même est produit par le colonel, il l'appelle dans le film. Bref, donc on est dans le spoiler, je peux dire. Oui, vas-y. Donc qui est fini en prison. Mais que tout le monde est au courant de tout ça. Et on voit que cette femme, Julianne Moore, son personnage... elle n'a pas son fils qui est là, et qu'elle souffre pendant tout le film, et qu'elle essaye... Alors c'est très bizarre, parce que du coup, elle a des rapports sexuels avec ce jeune homme-là, alors qu'en même temps, son mari, il a l'air d'être tout à fait OK avec ça, qui est lui-même le directeur, le réalisateur. Donc déjà, je trouve que c'est très malaisant, mais ça parle effectivement d'une époque. Donc là-dessus...
Et puis c'est un film, c'est fictionné, mais je trouve que voilà, il y a plein de scènes comme ça. Et donc on suit ces personnages pendant 2h40. Et il y a plusieurs scènes qui sont très malaisantes. Et à la fin, je spoil vraiment là du coup, on arrive, Mark Wahlberg revient pour des raisons, on va dire, indépendantes de sa volonté, quoique. Il revient chez Jack. Chez Jack, voilà, pour lui demander de l'aide. Et donc chez Jack, et le personnage de Julianne Moore, c'est Amber Waves, je crois qu'elle s'appelle dans le film. C'est ça. Et en fait, on se rend compte que tout ce petit monde vit là. Et pareil, on a un plan de séquence aussi où on suit Jack qui est dans la maison et qui dit... Alors, juste avant, on a cette jeune femme qui joue Roller Girl où on se dit, elle est repartie à la fac, elle est partie faire ses études et tout. Et en fait, elle revient et lui, il lui dit, je sais plus, quand t'as fini de faire ça, va faire le ménage. Range la moitié de ta chambre. La moitié de ta chambre, fais ci, fais ça. Donc lui, il a quand même toujours ce truc-là de c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais les trucs. Et finalement, cette gamine... donc il y a une scène super bizarre aussi où elle dit à Julianne Moore est-ce que je peux t'appeler maman ? Et elles sont là toutes les deux complètement défoncées à essayer de savoir où est-ce qu'elles en sont dans leur vie, je pense, et d'essayer de s'en sortir quelque part, de trouver du réconfort là où elles peuvent. Et voilà. Et cette scène finale, je trouve qu'elle est malaisante par rapport à tout ce qui s'est passé avant, forcément. Okay. Je trouve que c'est assez gênant. C'est même pas que c'est gênant, c'est que... C'est qu'en fait, rien n'a avancé, quoi. Rien, exactement. Moi, je trouve que rien n'a avancé. Dans ce film-là, à ce moment-là, rien n'avance. Après, on est passé dans les années 80 aussi pendant le film, donc il y a des choses qui ont avancé, effectivement. L'autre, il se retrouve en prison et tout. Mais dans les faits, moi, je pense par exemple au personnage de Heather Graham, donc comme je disais, elle n'est pas du tout sauvée, en fait, dans ce film. Elle n'est pas sauvée, pour moi. Alors, lequel personnage tu parles de Roller Girl. Bah, moi, je dirais que si, parce qu'à la fin du film, elle réintègre sa famille de substitution quelque part, et même si elle va retourner des films porno, tout ça, mais ça va se repasser dans la bonne ambiance, entre guillemets. Ouais, mais avant ça, il y a quand même eu cette scène dans la limousine. Dans la limousine, ouais. Où, voilà, donc c'est quand même des choses... Enfin, je sais pas comment dire. Elle va retourner dans cette famille-là, cette famille de substitution, effectivement, où tout le monde essaye de trouver un peu sa place, mais où tout est malsain de base. Pas parce que c'est des acteurs porno, d'ailleurs, parce que il y a au sein, parce que justement, il n'y a pas de séparation entre leur travail et ce qui fait famille, quelque part, entre eux. C'est ça, moi, qui a été difficile, je trouve, et violent dans ce film. C'est marrant, je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai peut-être ressenti un peu plus comme toi, parce que moi, j'ai vu des personnages qui avaient plus de famille, qui étaient pas forcément faits aussi pour le monde dans lequel ils étaient nés, et du coup, ils se sont enfermés dans quelque chose qui est le film pornographique, et je dis bien le film pornographique. Et au final, au fur et à mesure du film, moi j'ai compris que c'est devenu un peu une prison, on ne peut pas en sortir. Et c'est d'ailleurs l'un des personnages de Don Cheadle qui va à la banque, on lui dit mais non, mais en fait vous ne pourrez jamais avoir de prêt puisque vous faites partie du monde pornographique à vie en fait. Et on ne peut pas en sortir de ce milieu. Et malgré tout, ça leur empêche pas d'être humains. Et en fait, c'est ça que le film dit pour moi, c'est que bien sûr que pour la norme, pour les mœurs, c'est pas bien de faire de la pornographie, et pourtant ça reste des humains derrière avec une famille. Je dis pas que qu'ils ont pas un côté humain, au contraire, moi je suis touchée par ça. Ça n'enlève pas leur humanité, de toute façon c'est des êtres humains tous. Enfin, je veux dire, donc ça n'enlève pas le fait qu'ils soient humains, c'est simplement qu'on dépeint une époque qui peut, en tout cas au début peut-être, moi j'y connais rien, mais par rapport au début de la pornographie professionnelle, on va dire, qui n'est pas
saine, puisqu'il y avait pas, et puis il n'y a pas tout ce qui se passe après, dans les années 80, etc., avec plus de règles, etc. C'est Mais clair. du coup, ça reste quand même super violent, même avec une vision à notre époque de maintenant. Parce que le personnage de Jack Horner, du coup, c'est lui qui représente tout ça, c'est qu'il a l'emprise sur tout le monde. Sur tous les personnages, il a une emprise qui fait que, du coup, Dirk Diggler, Eddie, il revient à la fin parce qu'il peut pas faire autrement. Elle revient malgré la fac. Et Julianne Moore, elle sera jamais épanouie parce qu'elle est avec lui, en fait, et on a l'impression que... c'est la scène dont tu parles où ils sont à deux, elles prennent de la coke, elles disent n'importe quoi, en fait. Elle essaye de s'échapper de ce mec-là. Je Oui, pense. moi, pour moi, elle essaye de s'échapper. Moi, c'est lui, c'est le grand méchant du film, tu vois. Ah d'accord, bah moi je l'ai pas. pour moi, pas du tout. Ah bah justement pour moi j'ai Ah ouais compris que c'était le grand gentil du film. Bah ouais. Ok. Justement. Ah ouais, non, moi, En fait, pas du tout. Parce que justement c'est lui qui réunit. Il a pas un mot de trop. Il a pas. J'ai jamais ressenti de l'animosité envers ce personnage puisque ils font en larmes comme. Enfin ils font en larmes. Il est complètement désemparé quand le chef, la colonel, lui dit qu'il est pédophile. Lui il se dit mais merde, mais qu'est-ce que. Bien sûr que je le savais, mais je suis dans une industrie où je pouvais pas le dire, mais je vais pas t'aider en fait. Et moi je trouve que justement. Ouais, mais moi, pour moi, c'est de la lâcheté à ce moment-là, plutôt. Parce Pourquoi que lui, il le sait très bien. Il Ouais. sait très Moi, bien je pense depuis pas le qu'il début le tout sait. ce qui se passe. Ah non, moi Il n'y a c'est pour ça rien que qui te dit dans le film qu'il est au courant. Parce que nous, on découvre que le colonel, il est, pour ceux qui n'ont pas vu le film, le colonel, il se fait arrêter parce qu'on a retrouvé chez lui. Les vidéos d'enfants, ouais, je crois. Il était d'abord avec une fille qui était. Oui, qui était très jeune. Très 15 jeune, ans, il pensait quelque qu'elle chose. était majeure, tout ça, mais en Ouais, fait, ça s'avère qu'elle est idiot. mineure, elle a fait une overdose, et quand la police arrive, il découvre d'autres photos, et quand il annonce ça au Et cette- parloir... Et cette scène-là, au tout début du film, il se passe déjà, il y a une fête et il se passe déjà quelque chose comme ça, où il y a une jeune femme qui fait une overdose oui, il y dans avait les bras un d'un gars, ouais. acteur. Même il dit, putain, ça fait 2 fois cette semaine Ça, et ouais, tout. ouais. Et le colonel est là dans cette scène et il dit, ouais, bon, allez, en gros, ça dégage, faut vite Ah bah oui, il faut enlever tout pas. ça, faut pas qu'il y ait de C'est ça. trucs, machin. Et tout le monde s'en fout, en fait, de finalement cette fille, où est-ce qu'elle va finir et Ah bah comment ça se c'est- passe. C'est oui. pas grave. C'est pour annoncer le ton du film aussi, de dire que c'est un monde d'hommes aussi. Et Oui, que bien c'est sûr. pas un. Enfin, moi je trouve qu'il. Tu vois, tu parlais du personnage de Julianne Moore. Julianne Moore, c'est quelqu'un qui après le divorce qu'elle a eu, elle s'est réfugiée chez Jack Horner du coup et elle y a trouvé une certaine sénérité, tu vois. Sérénité, excusez-moi, je suis dyslexique. Et justement, je trouve que le couple, je trouve que la famille Julianne Moore et Jack Horner, moi je la trouve touchante en fait. Moi, je la trouve super malsaine. Ah ouais, moi j'ai bien Pas aimé du en tout, fait le fait qu'elle dise tu vois, elle a perdu son enfant parce qu'elle elle a perdu la garde de son enfant et elle s'improvise maman de tout le monde. Je me suis pas dit que c'était malaisant. Je me suis dit justement, c'est bien. C'est lui qui lui donne ce rôle de maman de tout le monde. Ah, je pense qu'elle se le donne. Elle se le donne, elle l'accepte, mais à la base, je pense que c'est lui qui lui donne ce rôle quand même. Ah, je suis pas sûr qu'il tire les ficelles. Après, peut-être que je me trompe pas. Tu sais, t'as une scène où elle prend de la coke avec Roller Girl et à un moment donné, Roller Girl lui dit est-ce que tu peux m'appeler maman et puis. Ouais, mais elle dit pas oui tout de suite, tu vois, elle est un peu gênée. Oui, bien sûr. Elle est un Mais peu je veux gênée, dire, ça à se ce voit que du moment-là, coup, Jack, il est pas là, il a aucune emprise sur. Oui, non, mais oui, bien sûr, mais c'est pas parce qu'il est pas dans la pièce. Ouais, que ça qu'il a fait pas des instauré années. l'ambiance selon Oui. toi. C'est marrant de le voir moi, je le comme vois ça. comme ça. Moi, en fait, j'ai vraiment. Alors, Mark Wahlberg, il est bluffant dans le film, c'est incroyable. C'est clair. Je trouve qu'en fait, il va intégrer ce milieu du porno parce qu'en fait, il y a déjà ses problèmes avec sa mère qui le prend pour son mari, en gros. Enfin, toutes ces séquences où il est chez lui et sa mère l'attend la nuit avec une cigarette dans le salon, là, lumière éteinte. T'as l'impression que c'est un couple qui s'engueule et le père qui est complètement impuissant face à la situation, il est en pyjama, tu sais, t'as un plan en travelling que je trouve Il intervient pas. Il intervient pas. Limite, tu pourrais te dire qu'en fait, le père en pyjama dans la chambre, c'est Mark Wahlberg. Tu sais, il y a une inversion de rôle. On pourrait presque croire qu'il y a un couple qui est en train de s'engueuler en bas pendant que l'enfant est là-haut, tu vois, en train de subir la situation. Et déjà, il y a ce malaise entre la relation de Mark Wahlberg et sa daronne. Enfin voilà, et donc du coup il fuit le foyer et il arrive d'un plan à un autre, enfin dans un raccord incroyable avec des zooms et puis la porte qui s'ouvre et tout de suite tu le sens déjà pris en charge dans cette nouvelle famille de substitution. Oui, bien sûr. Et en fait moi c'est là où le personnage de Jack, mais je le trouve incroyable parce qu'il est
je le trouve bienveillant en fait envers les acteurs qu'il va engager à rejoindre toute sa famille, même si ça commence à baigne dans une ambiance de soleil et de coke et tout ça. Mais en fait, à aucun moment pour moi le personnage de Jack, je le trouve malaisant. Au contraire, enfin, je trouve qu'il est toujours au petit soin avec Wahlberg, surtout comment il l'intègre dans la famille, il lui fait rencontrer des gens, il lui explique comment se déroule un film, etc. Il respecte les volontés de Mark Wahlberg qui veut qu'on l'appelle Dirk Diggler sur le plateau, etc. Il leur fait faire l'amour dans son salon avec Roller Girl, mais il a un air, tu sais, oui, c'est ça. Il a même pas un regard de pervers quand il fait ça. Tu sais, tu sens que c'est un réalisateur qui a envie vraiment de réussir un film, et il le dit lui-même. Il dit, je veux faire un film dont on se souvienne. Enfin, je loue, non, ce que je veux dire, c'est que je comprends la volonté de ce réalisateur de vouloir faire un bon film. C'est un artisan, c'est quelqu'un qui refuse la vidéo. Il veut faire un film à l'ancienne, pellicule. Donc tu sens quand même que c'est un mec qui a des valeurs, des principes. Ouais, bien sûr, ouais. Et à aucun moment, je trouve malsain dans son discours. Et après, le personnage de Mark Wahlberg qui revient le voir à la fin du film, bah voilà, il tombe en panne d'essence, il a plus personne à qui se raccrocher. Il va revoir Jack Horner. Il y a un plan, du coup, il va le voir, et pendant une bonne partie du plan, t'as Jack Horner, on le voit de dos, et on ne sait pas s'il va le réintégrer ou pas. Et en fait, ils se font une accolade. Et moi, je sens pas du tout d'emprise vis-à-vis de Jack Horner, qu'on voit plus pendant un petit moment dans le film, jusqu'à ce que le personnage revienne. Et puis, bizarrement, je trouve que les personnages, ils sont tous bienveillants dans cette bande. C'est ça. Parce qu'il y a le personnage qui se cherche vestimentaire parlant, enfin, au niveau de son style. Don Cheadle, il y a personne qui va aller le voir et le confronter. En fait, il n'y a pas vraiment de temps de conflit dans le film. Oui, mais... Oui. Et après, il y a des choses qui se font en sous-texte, bien sûr, mais tu vois, Dirk Diggler, on va l'appeler comme ça, hein, le personnage de Mark Wahlberg, mais tu sais, quand il va voir Julianne Moore, il dit, tu sais, il pose toutes les questions, mais ça va si on fait comme ça, oui, t'inquiète et tout. Du coup, en fait, il y a une bienveillance étrange dans le film qui fait que tu te dis, ok, j'ai le droit de regarder le film. Je sais pas si vous avez eu ce truc-là aussi, mais... Moi, direct. Parce que déjà, tu as la bande-son dès le début du film. Enfin, il y a toute cette bande-son funk des années 70-80 qui, moi, me berce, en fait. Et ça colle parfaitement aux images. D'ailleurs, je vous invite à réécouter la soundtrack hors film, mais c'est que des morceaux excellents, quoi. Bah, c'est des morceaux qui sont maintenant des méga tubes, en fait, finalement. Mais justement, ça, je trouve que ça enlève un peu... Enfin, c'est bien qu'on ait ces morceaux-là, parce que ça donne des moments de répit, en tout cas moi en tant que spectatrice, des moments de répit à des scènes qui sont, je trouve, ultra violentes. Quand tu dis... je rebondis juste sur ce que tu disais sur la scène où ils sont... où il leur dit, allez-y, faites l'amour là devant moi. Juste avant... Je pense dans les scènes d'avant, le réalisateur, il lui parle à l'oreille ou à Roller Girl quand ils sont dans la boîte, ou quand ils sont dans la boîte, et lui, Mark Wahlberg, il part, je sais pas, dans l'arrière-boutique faire je sais pas quoi, et en gros, il lui a dit d'aller le sucer en fait là-bas, et elle y va en fait, et il se passe ça, et juste lui donne ses instructions. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah bien sûr, c'est un monde d'hommes. Hein. Mais tout ça hors caméra et tout, sans les prévenir, sans expliquer qu'est-ce qui se passe. Et je trouve ça très bizarre. Il demande au personnage de Mark Wahlberg s'il a envie de faire ça avec l'autre, mais je crois qu'il lui demande pas à la fille. Non, et c'est lui quasi qui... sûr. Ouais. Et même à sa propre femme. Grosse différence, tu vois. Même à sa propre femme, la première scène où ils couchent ensemble devant la caméra, Wahlberg et Julianne Moore. Il demande à Wahlberg, il dit c'est bon et tout, du coup on commence comme ça, puis elle est comme ça, on voit cette pauvre femme, elle est toujours défoncée et pas bien, et voilà. Ah ouais, non, je trouve pas. Et elle est là comme ça, et puis c'est juste lui, il dit t'es d'accord, elle dit bah oui. Et pour moi c'est sa femme, quoi, je veux dire, je comprends pas. Bah parce qu'il y a pas, c'est pas les mêmes codes en fait, c'est juste un titre femme, mais en fait femme, eux ils l'entendent pas de la manière dont on peut l'entendre. C'est être une femme aujourd'hui, ça veut dire tout de suite être dans une famille, dans un couple hétérosexuel, et en fait ils vont au-delà de ça. Justement, pas aujourd'hui. Ils sont pas dans la monogamie en fait. Oui, bien sûr, mais je veux dire, lui, il sait qu'elle souffre de la perte de son enfant, enfin de le fait, il n'est pas mort, mais qu'elle peut pas le voir. Il a tout ça. Ce gars-là, il est intelligent, Jack, ce personnage.
Mais c'est marrant, j'ai Moi, pas du tout ressenti le film comme Jack Horner étant le méchant, et c'est super intéressant du coup d'avoir cette version-là, parce que je l'aurais pas trouvé tout seul. Parce que c'est pas ce qui est indiqué. Enfin, moi, rien ne m'indique dans le film que Julianne Moore, elle fait pas ça parce qu'elle en a envie. Et elle a envie d'être là. C'est sa famille en fait finalement. Et même d'ailleurs ceux qui se sentent pas bien dans cette famille font partie de la famille. Je pense j'ai envie de l'appeler l'homme de Jurassic Park 3. Je connais pas son nom d'acteur. À chaque fois je l'oublie. Attends, lequel ? Celui dont sa femme se fait. Ah oui, William H. Macy, ouais. Ah oui. Qui joue dans le film Fargo des frères Coen. Mais son personnage est incroyable. C'est incroyable. Ça met un truc absurde dans tout ce film où il y a tout le monde qui le sait, lui qui se sent pas bien par rapport à ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, la petite histoire, c'est qu'il y a sa femme dans le film qui couche avec tout le temps quelqu'un en groupe, visible de tout le monde. À savoir que cette actrice est vraiment une actrice porno en fait. D'accord. C'est la seule actrice porno du film. Voilà. Ah d'accord. Thomas Anderson. Il y a cette scène où lui, son mari, du coup, il parle avec un mec. Et dans l'arrière-champ, il y a sa femme qui est avec plein de mecs. Et en mode, je m'en fous de ce que tu me dis. Il y a ma femme qui est là-bas, et l'autre, tu dis, on s'en fout, ta femme, elle est pas là et tout. Moi, je te parle de ça. Moi, je te parle de la pellicule. Il faut que tu ailles chercher de la pellicule. Non, mais tu comprends pas. Attends, tu sais, tout le monde l'entourloupe et tout. C'est un peu la note d'intention du film. Mais justement, il finit par péter un plomb. Bien sûr, voilà. Pendant cette séquence, du coup, la séquence qu'on peut peut-être mettre, le plan séquence. Et c'est la nuit, justement, où il passe aux années 80. C'est ça. Et justement, c'est à partir de là où le film, il atteint le pic, jusqu'à ce qu'il cherche sa femme, il la trouve pas, il sort, il va chercher quelque chose. Bon, je dis pas quoi pour pas vous spoiler, mais et juste après cette séquence, en fait, c'est la descente de tous les personnages, en fait, jusqu'à ce qu'ils atteignent le point culminant pendant une séquence où chacun de leur côté vont vivre des aberrations. Enfin, il y a Mark Wahlberg qui se fait battre par des gars. Il y a le personnage de Roller Girl dans la limousine là qui se fait violer, qui se fait qui se fait violer devant les caméras. Et il y a également les personnages de Don Cheadle. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'il y a un plan, en fait, à la banque. Non, pas à la banque, quand il va chercher les donuts pour sa femme enceinte. Mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un plan qui est incroyable que j'aurais pu rajouter, mais je l'ai pas mis parce que pour moi, tous les plans du film. Tout le film est à voir. Voilà, tout le film est à voir. Il y a un plan vraiment où on a la camionnette, les gars qui ont battu Mark Wahlberg se barrent en 4x4. Ensuite, il y a la limousine qui vient de battre le mec à mort à coups de roller, tout ça, qui se barre dans le même plan. Et ces deux bagnoles s'en vont. Et il y a une troisième bagnole qui arrive, du coup, c'est celle de Don Cheadle avec sa femme enceinte. Et je trouve ça incroyable. Et c'est un peu annonciateur de ce qui va se passer dans Magnolia avec ce genre de destin croisé sur tout un film. Mais je trouve ça magnifique, quoi. Incroyable au niveau de la narration visuelle, en fait. C'est pratiquement de la danse de séquence, c'est un ballet, c'est ça. Il y a des fois, les choses s'enchaînent tellement bien que tu as l'impression d'être guidé comme ça, d'être pris par la main. Tu es sur la piste danse comme Mark Wahlberg qui danse sur cette piste de danse des années 80. Et ce que je voulais rajouter aussi, pour moi, Paul Thomas Anderson, donc, quand il attaque son deuxième film, il voulait vraiment attaquer un sujet personnel. Il s'est dit, alors pour la petite histoire, son père a déjà fait de la réalisation. Paul Thomas Anderson, c'est quelqu'un qui est né dans le milieu du cinéma, mais qui a voulu faire ses armes par lui-même. Il a intégré une école de cinéma au début des années 90 et son prof de cinéma, au bout de 2 jours, il dit je vais jouer Franco, si vous êtes là pour écrire Terminator 2, on va pas du tout parler de ça. On va parler de Citizen Kane et tout ça. Et Paul Thomas Anderson s'est dit non, moi je veux, quitte à regarder des films qui sont bien, autant commencer par ceux de ma génération et de revenir avant. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quitté son école de cinéma au bout de 5-6 jours. Et il a commencé à faire ses armes lui-même. Il a tourné des courts-métrages, dont un qui s'appelle... alors j'ai oublié, mais c'est sur le personnage de Dirk Diggler. Je crois que c'est The Dirk Diggler Story, que vous pouvez voir sur YouTube. Donc qui est vraiment un film amateur tourné au caméscope, où on voit un mec pendant un quart d'heure faire de la gonflette dans son jardin, discuter avec des mecs, voilà. Et donc, il fera 2 courts-métrages ensuite, dont un qui est produit par un acteur dont j'ai oublié le nom, mais pour ceux qui ont vu Reservoir Dogs, c'est le flic qui se fait couper l'oreille
en plein milieu du film. C'est en White. Non, le flic qui est attaché à la chaise et qui se fait. Cet acteur donc va produire le deuxième court-métrage de Paul Thomas Anderson qui se passe dans un diner et c'est déjà un peu précurseur de ce qui va se passer. On a une caméra qui bouge en latéral et qui va s'attarder à chaque fois sur deux personnes qui se parlent l'une en face de l'autre à une table et qui discutent de choses et d'autres. Ça fait déjà penser à Magnolia en fait sur le principe. Le troisième court-métrage, je ne l'ai pas vu. Et donc après, il enchaîne avec son premier long-métrage qui est Hard Eight avec John C. Reilly. Donc John C. Reilly qui est le comparse de Mark Wahlberg dans Boogie Nights. Et c'est un film qui va récolter un petit flop. Et qui joue dans beaucoup d'autres. Et qui joue dans beaucoup d'autres, c'est son acteur fétiche en fait. Et de là, donc, dès le deuxième, donc premier, il l'a écrit lui-même. Il écrit également le scénario de Boogie Nights en se disant bon, voilà, de quoi je pourrais parler pour mon deuxième film. Et il se dit que un réalisateur, par rapport à tous les films qu'il a vus de grands réalisateurs, il se dit que un réalisateur doit toujours parler d'un sujet qu'il connaît, quelque chose qu'il a animé pendant toute son enfance, sa jeunesse. Et donc il se dit bon ben moi j'ai grandi dans la San Fernando Valley toute mon enfance, donc c'est la capitale du porno en fait, et en fait il a voulu, je vais pas dire rendre hommage, mais en tout cas parler de l'environnement dans lequel il a grandi. Donc il s'est entouré d'acteurs porno, pas énormément, mais en fait tous ces acteurs lui ont fait visiter la San Fernando Valley en lui expliquant tous les codes, et de là en fait il va commencer à écrire un scénario plus long par rapport au court-métrage qu'il avait fait au tout début de sa carrière de réalisateur. Et on sent vraiment il va s'attacher à tous ces personnages. Je veux dire, il y a aucun moment il va les dégrader volontairement. Tu sens que déjà, je trouve ça incroyable parce il doit y avoir au moins 15 personnages dans le film et tu retiens les 15. Ça, c'est incroyable. Et à chaque fois, c'est vraiment des dialogues qui sont vraiment écrits pour eux, qui rendent hommage vraiment à tous les acteurs. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans le film. Je ressens de la bienveillance. Et après, il y a on est vraiment sur une corde raide et il arrive très bien à garder l'équilibre entre la beauté des images, la manière dont c'est mis en scène, mais par contre, il y a tout le côté malaisant, tout le côté ringard un petit peu de certains personnages, et je trouve que l'alliance, elle est parfaite, parce que ça te donne envie de voir ce qui va se passer. Moi, je me prends d'empathie pour certains des personnages, et voilà, et je trouve du coup qui arrive à rendre hommage à ce que peut être une famille dans le milieu du porno, avec ses codes. Donc tu disais par exemple, tu vois le réalisateur qui fait tourner sa femme, mais dans plein de productions porno, j'imagine qu'il y a des réalisateurs qui devaient faire tourner leur femme là-dedans, vu que c'est une famille, tout le monde se connaît. Et pour moi, dans le film, en fait, la menace que je ressens, c'est des gens qui sont à l'extérieur de cette famille. C'est tous les gens qui ne sont pas là-dedans qui apparaissent dans le film comme des antagonistes, en fait. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je me fais ma lecture du film. Et que le seul moyen d'en échapper, c'est de revenir à chaque fois dans cette famille, qui vaut ce qu'elle vaut, mais au moins, elle est là, elle te protège, sous ses parasols, sa piscine, tout ce qui se passe derrière la propriété, tu ne vois pas, comme un petit cocon. Tu peux être qui tu veux, en fait, dans cette famille. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est le personnage de Philippe Seymour Hoffman. Oui, qui très bien. Touchant de ouf. Ouais. Et pourtant, le film le réprimande pas du tout pour son personnage. Et j'avais peur de ça, en fait, à un moment dans le film. Je me suis dit, oula, j'espère qu'il n'y aura pas de faux pas et tout. Et finalement, je pensais pas que Mark Wahlberg aurait tant de bienveillance à son égard. Et en fait, si. Et en fait, non, mec, c'est pas grave. On avance, tu vois, et puis on s'aime, on est une famille, et puis non, c'est tout, vas-y, c'est pas grave. Et en fait, je pensais pas du tout que ça allait partir comme ça, et en fait, c'est parti comme ça. Ce que je trouve trop bien, c'est que son personnage, il est introduit, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, il y a la fille là qui a pris un peu trop de coke et elle se fait emmener à l'arrière de la maison. Il le croise et il demande à ce que ça va, on lui dit ouais, ferme ta gueule. Et paf, on est pour la première fois en face de ce personnage, et tu te dis, en fait, voilà, c'est la note d'intention de ce personnage. Tout le temps, il va être traité un peu comme ça, quoi. C'est mais justement, c'est en ça que je trouve que oui, on peut le voir de deux façons. Certes, à la fin, ils sont un peu tout un groupe, en petit groupe, on va dire, la petite bande de Hitler. Mais chacun reste quand même toujours bien à sa place, avec
Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Chacun a sa fonction. On peut enchaîner, quoi, un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais j'arrive pas à le dire non plus. Moi non plus. Un peu, voilà, chacun est bien à sa place, enchaîné à son, épanoui. voilà, c'est ça. Et- N'arrive pas forcément à, et tout le monde est quand même à ce moment-là un peu sous le contrôle de Dick, du coup, à c'est ce moment-là. marrant. Moi, je le vois comme ça. Parce qu'il a décidé de faire la musique, donc c'est comme ça. Du coup, l'autre, il s'énerve. Enfin, il y a pas mal de... Après, j'en sais rien, hein, peut-être. Je sais pas. Moi, j'ai quelques clés à vous donner du film, enfin de ma compréhension, qui est quand Dirk Diggler s'engueule avec Jack Horner, il s'engueule avec son père finalement. Oui. Ou avec Oui, sa bien mère. sûr, Ah, de bien ouf. sûr. Donc il y a cette idée de famille de substitution. Ah, il est en train de reproduire la même chose qu'il avait reproduit avec sa maman. Et finalement, Vraiment. le but, c'était de des fois redescendre et s'excuser et de dire bah non, en fait, c'est ensemble qu'on crée quelque chose et il n'y a pas de toi plus qu'un autre, machin. C'est juste, on essaie de faire agrandir cette grande famille. Et j'ai eu l'impression que vous dites que les personnages ne pouvaient pas évoluer. Et pourtant, on a un couple qui se forme et qui a un enfant dans le film et qui peuvent sereinement se dire qu'ils vont élever leur enfant dans cette famille Qui finira peut-être dans le porno. Hein. qui finira. Parce qu'il y a, il y a il y a- Jack qui passe et qui dit juste à sa maman qui est en train de peindre tranquille la femme de Don Cheadle, il lui dit juste le seul mot qu'il a, c'est j'espère qu'il pisse pas dans la piscine. Et le dernier mot qu'il J'adore. dit à sa femme, et après je m'arrête là, à Julianne Moore. à Julianne Moore. Dans Éviter la plus belle femme. Et il lui dit t'es la plus belle salope Ouais. que j'ai jamais vue. Et voilà, et on reste sur un plan comme ça où elle se regarde. Donc elle est, Ce qui elle fait est écho, belle, elle est défoncée, et elle Ouais. sait pas où elle Et est. il y a, il y a Et toujours ce miroir qui est là pour, comment, pour montrer le vrai côté des gens en fait. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, enfin, dans le cinéma, le thème du miroir à chaque fois c'est le double, c'est mon alter ego, c'est le côté négatif. Et voilà, il y a toujours ce miroir qui revient constamment à des moments clés, et notamment jusqu'à la fin avec Mark Wahlberg du coup qui se sort parle le à laser. lui-même, qui récite son texte, et puis à la fin il sort le morceau de bravoure du film qu'on attend de voir, et puis au final quand tu vois ça tu fais ouais. Mais au final c'est ça. C'est des gens simples. C'est des gens simples. Ouais, En fait, bien sûr, c'est ça. c'est des gens simples. Ah, d'accord, et c'est en ça fait, qu'il faut pas oublier dans le film. C'est vrai que c'est la carrière, sa carrière s'est baptisée Et c'est pour ça qu'on sur le ce montre. morceau. Quoi, Exactement. voilà. C'est parce que et c'est pour ça que le film est intéressant, c'est que bah oui, c'est des gens qui se prennent pour. Enfin, il y en a certains, ils se prennent pour je sais pas qui. Et en fait, au final, on se rend compte de plus en plus dans le film que c'est des gens simples, en fait, qui font partie de cette famille et ils ont, comme ils disent, un special gift qui se sont. Ils essayent toujours de se cacher derrière une identité en fait pour se protéger à l'intérieur de cette famille. T'as ta fille, Roller Girl, voilà, Roller Girl, ils se donnent des pseudos. En fait, il ne faut pas être. T'as le mec qui se cache derrière son look là, à chaque ouais, fois. Bah oui. Et puis t'as John C. Reilly qui est magicien à ses heures perdues. Ouais, voilà, ça. Ils ont tous une facette en fait pour se cacher de la réelle personne, comme s'ils devaient se cacher tous. Hein. Il y a tous un truc caché derrière. Et la séquence où on parle du fait que l'avenir de la pornographie c'est la vidéo et que c'est plus le cinéma et que c'est plus et que l'intérêt ce sera de l'amateurisme, de la vidéo, et qu'ils essayent de s'y prêter, le discours du film a 20 ans d'avance et c'est incroyable parce que c'est vrai, cette séquence elle est super forte en fait. On est dans ce film où on suit des gens et ensuite on a ce gros pavé qui est mis là-dessus, disant que tout ça va s'arrêter de toute manière, qu'ils pourront plus vivre comme ils le font, puisque tout va chambouler. Ça va passer de mode, quoi. Ouais. Très très vite, le personnage de... Alors Burt Reynolds dans le film, il n'a pas eu le rôle tout de suite, il devait pas... il voulait pas participer au casting et tout. Paul Thomas Anderson a insisté pour qu'il le fasse. Il a vraiment bataillé jusqu'à ce qu'il aille chez lui, que ça parte en engueulade, et en fait Paul Thomas Anderson voit Burt Reynolds s'énerver, dire non, je ferai pas ton putain de film. Il dit si tu peux être comme ça pendant le film, c'est génial. Et du coup il a fini par céder, il a dit ok, je serai dans ton film. Mais en fait la relation elle était vraiment tendue entre les deux. Voilà. Il y a eu des nominations aux Oscars. Julianne Moore en a gagné. Elle n'a pas gagné un Oscar, mais elle a reçu. Alors je l'ai plus. Si, elle a reçu un Golden Globe Award pour meilleur second rôle. Voilà. Bravo elle. On va s'arrêter là.
On va s'arrêter là, ça fait débat en tout cas, Boogie Night. N'hésitez pas à dire en commentaire la vision que vous en avez eue, parce qu'on en a tous eu une différente quasiment. Super intéressant. Ça donne envie d'aller voir d'autres films de Wes Anderson. Il y en a plein d'autres d'écoute d'ailleurs. C'était une vanne, hein, bien sûr. Nous on va enchaîner avec Ferrari, donc sorti sur Netflix récemment. On envoie un extrait. Brom, brom. On va aller vite un peu. J'ai dormi pendant la bande-annonce. Ferrari, sorti sur Prime et pas sur Netflix. Michael Mann, 2023, du coup avec Adam Driver et Penelope Cruz. On revient sur du coup la vie d'Enzo Ferrari à partir de l'été 57. Donc l'ancien coureur Enzo Ferrari est en crise, la faillite menace l'usine que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien, 10 ans plus tôt. Et donc on suit leur mariage instable, on suit les galères de Ferrari, à travers notamment la course des Mille Miglia, si je dis pas de bêtises. Alors je recueille votre avis directement sur Ferrari, qui veut se lancer, qui veut mettre le pied à la pédale d'accélérateur. Alima. Je veux bien. Moi, j'ai bien aimé le film. Enfin, bien aimé. Pareil, c'est encore un débat. Je trouve que c'est un film violent sur d'autres aspects. Je trouve que c'est très bien réalisé. Pour moi, c'est un film qui... En fait, je m'en fous en fait, des voitures et surtout, j'y connais rien. Mais je trouve que c'est un film qui parle beaucoup de filiation, qui parle que de ça. Des familles en fait, et du coup en ça c'est intéressant. Le personnage de Penelope Cruz est très intéressant, celui de Shailene Woodley aussi, évidemment Adam Driver, je trouve qu'il est super dans ce rôle, qui joue un peu le gars qui reprend le contrôle, c'est le patriarche un peu, beaucoup. On comprend qu'il y a, enfin ça se renvoie beaucoup, on comprend beaucoup de choses en pas beaucoup de mots, je trouve, sur des histoires de deuil. Donc le deuil d'abord d'une mère et ensuite le deuil de sa belle-fille du coup. Et de Enzo Ferrari, évidemment, donc, qui lui doit vivre le deuil de son frère aîné et de son fils. Donc il y a ces scènes, notamment, où ils sont dans le cimetière. C'est pas un cimetière, c'est genre un truc avec toute la famille, quoi. Et on sait pas trop s'il parle à son frère, s'il parle à son fils. Et ça, je trouve que c'est très bien filmé, très intéressant. Et voilà. Au-delà de ça, les histoires de voitures, pas vraiment intéressant pour moi, mais le cœur du film, je trouve que c'est pas ça. Le cœur du film, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai préféré Fast and Furious en fait. Ok. Non, je déconne, c'est pas vrai. Les bagnoles, je suis comme toi, l'image, je m'en bats les steaks. Je trouve ça. Enfin bon. Alors qu'il y aurait matière à faire vraiment des films incroyables. Il y a Drive. Il y a Drive. Drive, c'est bien, mais c'est un film. Pas non plus un film de voiture. C'est un film. C'est pas un film de voiture, justement. Sur un homme qui parle pas et qui a une allumette dans sa bouche. Il y a un super scorpion dans le dos. Quoi. Non, je déconne, c'est bien Drive, j'aime beaucoup. Je suis un peu déçu, mais je dois dire que je m'y attendais un peu. Parce qu'on en parlait hors antenne, mais on a vu les films de Michael Mann avant Ferrari, on en a vu d'autres, quoi. On sait de quoi il est capable dans les années 90, donc notamment avec Heat. Collatéral dans les années 2000, je cite même pas le dernier des Mohicans, enfin voilà, ou le Sixième Sens. Solitaire, on parlait. Solitaire aussi, son premier film dans les années 80 avec James Caan. Forcé de constater que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pas grand chose à dire sur ce film. En tout cas, ce que moi j'ai ressenti, j'ai senti un peu le temps long. Même si j'ai pas regardé ma montre, je me suis dit que j'allais toujours me faire surprendre à un moment donné. Quand vient la course, je me dis ouais c'est bien, mais ça a peut-être 10 ans de retard parce que ça a peut-être déjà été fait avant en fait, et que je ne retrouve malheureusement pas la patte de Michael Mann comme tu pouvais le voir dans un Collatéral où il utilise la caméra numérique pour filmer un Los Angeles en pleine nuit, tu vois. Toute cette technique, c'est lui qui quand même l'a révolutionné au travers de Collatéral.
où d'un coup il était possible de faire du vrai cinéma avec du numérique, quoi, et d'avoir des images, filmer quelque chose une ambiance, une ville plongée dans l'obscurité, où tu as vraiment les noirs qui sont qui vont pas être dégueulasses, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment. C'est depuis ce film-là que la nuit est plutôt bleutée au cinéma. Ouais. Bah ouais, sur Ferrari, moi je suis très mitigé. En fait, je trouve que ça manque, je sais pas si ça manque de contexte ou si ça manque d'implication de notre part, mais je trouve qu'on n'est jamais pris dans l'enjeu du truc. Il va au cimetière au bout de 10 minutes, je trouve qu'on n'a pas encore d'émotion, parce qu'on connaît pas les personnages, du coup on sait pas, enfin, il pleure, mais nous ça nous touche pas. La course, en fait, ça a l'air d'avoir beaucoup d'enjeux pour lui s'il faut la gagner et tout, mais je trouve qu'on n'est pas vraiment dans le suspense de la course. On s'en fiche, pourtant il y a une grosse séquence dessus. Et même quand les personnages ils meurent, il y a des deuils et tout, moi j'ai jamais été pris émotionnellement par le truc. La seule chose qui m'intéressait, c'est la relation entre lui et Penelope Cruz, qui est glaçante. Je trouve qu'elle joue vraiment trop bien dans ce film. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. C'est le seul perso qui m'a touché, tu vois. Ouais. Et Adam Driver, froid comme ça, j'ai déjà vu Gucci, j'ai déjà vu Marriage Story, et je sais pas s'il m'intéresse là-dedans, tu vois. Pourtant, je l'aime bien. Star Wars. Ouais, moi je le trouve. Ça mais je trouve qu'il joue bien ce rôle-là, justement. D'être cet vite, homme-là. Quoi. Ouais, mais après, est-ce que. Enfin, c'est il a sûrement été dirigé comme ça. Après, mais est-ce que ce mec-là, il est vraiment. Enfin, je sais pas. Après, quand je dis que ça parle pas beaucoup, ça parle beaucoup justement dans le film et ça peut perdre. Moi, ça m'a perdu à certains moments parce que t'as plein d'infos qui arrivent. Un tel, il arrive, c'est qui? Moi, je comprenais pas en plus avec les voitures. Donc, t'as Ferrari, Maserati et tout. Tu sais pas trop qui est qui. Et justement, je trouve que c'est au fur et à mesure du film qu'on comprend les enjeux familiaux et tout. C'est toujours une petite chose qui est dite, tu vois. Ils rentrent du cimetière et t'as la mère de Enzo Ferrari qui raconte à l'homme qui travaille pour eux ah oui, mais tu sais, c'est pas le bon fils qui est mort. Et il y a plein de petites choses comme ça qui se mettent bout à bout et finalement, on comprend petit à petit dans le film, je trouve, les enjeux entre les personnages. Je sais pas si... Bah si, en fait, je pense que c'est un film, en tout cas pour ma part, que je vais certainement le revoir, en fait, parce que c'est un film de Michael Mann. Je me dis, comme pour Victor dans l'épisode d'avant sur Sorcerer, je suis passé à côté de ce film. Et du coup, il faut que je le revoie pour lui redonner une chance. J'espère être surpris. Voilà. Il faudrait que je le voie sur grand écran. Après, c'est sûr que c'est pas mon préféré non plus, mais je ouais, le trouve pas nul et je le trouve pas. Voilà, j'ai un avis mitigé aussi. Victor, t'es bien silencieux sur ce film que tu n'as pas aimé. Bah moi, j'étais content parce que Adam Driver y conduit. Avec ça, allez, voilà. J'étais content pour la vanne. Voilà. Tu voulais la faire celle-ci. Non, mais c'est marrant quand même. Adam Driver, il conduit. Adam Driver, il conduit, ouais. Et il conduit vite. C'est un film qui s'appelle Ferrari. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a Ferrari en gros marqué sur le film. Non, mais c'est sympa de voir des pubs au ciné. Enfin, ça sort pas au cinéma, heureusement, parce que sinon ça aurait fait un four. C'est dommage, c'est un film de Michael Mann quand même. Ouais. Au cinéma aux États-Unis, ça sort pas au cinéma en France, c'est quand même un comble. Il faut au moins voir ça sur grand écran. Je sais pas, c'est un film de commande. Autant aller au McDo directement, tu vois. Ah bah non, mais moi les films de Success Story, c'est bon. On a eu le film sur la Jordan, on va avoir un film sur BlackBerry. Maintenant, on a un film sur les voitures rouges qui coûte un bras, quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. C'est vrai que j'étais quand même assez... je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'il ait envie de parler de Enzo Ferrari. Ah, ça sent le Pour son prochain film, je comprenais pas pourquoi il voulait faire ça. Et en fait, il a voulu faire ce film il y a longtemps. Et ça s'est transformé en Le Mans 66, qu'il a produit. Oui, et en fait, là, il a eu quand même envie apparemment de le réaliser Ferrari maintenant. Bah, je pense que Le Mans 66, ils auraient pu s'arrêter là. C'est un c'est sympa. Très bien. Non, mais c'est un film à cahier des charges, faut le dire. Oui, bien sûr. C'est un film à cahier des charges. Ferrari commande un film avec Adam Driver, avec Penelope Cruz. Il faut qu'Adam Driver il prenne 20 ans dans la tronche. Ça marche archi pas. Moi, je suis désolé, mais Adam Driver, il fait 50 fois le même rôle dans les films. Moi, j'en ai ras-le-bol du gars en costume qui fait le banquier là. Non, mais c'est sans déconner. Et les courses sont super mal filmées. J'ai pas ressenti un seul moment. J'ai bien aimé un moment, ils sont sur le départ de la course. Il y a des petits mots qui sont sortis et tout. C'est la séquence que j'ai retenue du film. Et puis c'est tout. Puisque je trouve que la relation entre
entre dans sa double vie, oui, ça peut être intéressant, mais bon, on est censé pas avoir un film sur une course là. Et puis il y a le truc le plus important et qu'on n'a pas cité, c'est qu'il y a un money shot dans le film. Il y a une séquence qui est censée faire le buzz. D'ailleurs, elle est à moitié dans la bande-annonce, c'est pour montrer aussi que il y a pas grand-chose. Moi, je trouve dans le film, je trouve qu'il est pas très généreux. Et le money shot est raté, quoi. L'accident de voiture, spoil, désolé, est complètement raté dans le film. Et ça, je trouve ça veut dire beaucoup du film, quoi. Quand le money shot, t'as l'impression que c'est de la 3D, parce que ça sort pas sur grand écran, ça c'est mort. Voilà, mon avis est très sec, je suis désolé. Alors, t'as quand même Mortal Kombat qui est sorti sur grand écran à partir de là. Même Ouais. Beowulf, c'est sorti avec Christophe Lambert. C'était très bien, C'est Beowulf. sorti sur grand écran, ça aussi. C'était très bien, Ce Beowulf. qui est chelou, c'est que tu vois, tu dis que c'est un film de commande de Ferrari, pourtant ça donne pas la meilleure image des Ferrari du monde, parce qu'on voit un mec qui tue 9 personnes et qui en a rien à cirer. Et tu c'est vois. pas ça qu'on retient du film. Le film. Ça reste un placement, moi, ça me met, ça au travers reste de la une gorge. pub, mais je suis d'accord avec toi sur ça. Moi, je vois le film, je me dis, ça me donne pas du tout envie, mais c'est parce que c'est moi. Alors, non, moi, je D'être suis dans au-delà de ça et l'envie, moi, d'acheter j'ai pas une le budget, Ferrari, j'ai envie tu de vois. vous arrêter, je suis désolé, Évidemment, je vais j'ai couper pas la le- parole aux gens et tout, je suis très mal poli, mais allez, à l'image de Adam Driver ou de Ferrari, Enzo Ferrari, qui dit aux journalistes, vous voulez un bouc émissaire, c'est moi. C'est vraiment pour dire aussi, je suis Ferrari, j'ai une histoire, mais même si elle est tragique, on est toujours Ferrari. Et du coup, je vois l'image de marque, je vois une entreprise. En fait, j'ai vu une entreprise pendant le film, j'ai pas vu un film, j'ai vu une pub. Du coup, moi, ça m'a saoulé. Vraiment, le film, il m'a saoulé. Gros comme une maison. D'ailleurs, il faut mettre une. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que justement, avec ce cahier des charges, entre guillemets, après, j'y connais rien en technique et tout, donc moi, tu vois, l'accident de frein, j'ai pas la réflexion que t'as là-dessus, parce Après, que je moi le non plus, trouve hein, je sais pas. relativement bien fait. C'est vrai que la première fois, ça marche. Et je trouve que, justement, par, j'imagine, la réalisation, et du coup, par Michael Mann, il arrive à passer, entre guillemets, entre les cordes du truc, malgré le cahier des charges qu'on attend, j'imagine. Il est vendu à quoi à Amazon Prime? C'est Amazon Prime, je Ouais. crois. C'est Prime. Ouais. Donc évidemment que voilà, il faut rendre de l'argent, il faut que le film fasse de l'argent, il faut qu'il y ait une star, il faut que ceci, cela. Et malgré tout, je trouve que il arrive quand même à avoir un propos qui n'est pas totalement c'est génial les Ferrari, allez acheter des Ferrari. Ah, Je puis- vois pas ça moi dans le film, Ah, personnellement. Après, peut-être que... C'est notamment du je coup suis- sa double vie, la relation avec sa femme, c'est ça aussi, tu vois, là où un faiseur aurait fait la course de bagnole et se serait pas du tout attardé sur la vie privée, alors que quelque part là tu vois dans la manière dont le sujet est traité que ça reste quand même un film de Michael Mann, même si je le trouve mineur, mais au moins il a l'intelligence d'aborder l'aspect de la vie privée de Ferrari, quoi. Parce qu'un film de 2h40 sur une course de bagnole, il y a déjà Speed Racer là-dessus, que j'ai Et- pas vu. Et puis on a de l'empathie pour lui, comme on disait tout à l'heure. Enfin, je veux dire, il y a à la fois de l'empathie quelque part, à certains moments dans sa vie privée, dans ce qu'il peut avoir vécu, mais très vite, on se dit juste, c'est quoi ce mec en fait Enfin, moi, c'est ça que je me dis, genre, vraiment, t'es prêt à tout sacrifier pour ça. Glorifier des hommes blancs, c'est le film des success stories. Et c'est ce que j'ai pas envie de voir. Moi, je suis désolé, mais moi, dans les success stories, c'est toujours la même histoire. C'est comment un patriarche a réussi à remonter comment a réussi à redorer le blason de sa famille. C'est pas du tout ce que j'ai envie d'aller voir au cinéma. Et en plus, nous, on a Madeleine ici qui est très fan de Patrick Dempsey, De qui qui est dans le je connais, film, je connais pas, c'est qui l'acteur oui, de Grey's Anatomy, et elle a été très déçue de sa prestation dans le film. Pas de sa prestation, mais de son rôle et du film en général. Donc c'est grave, décevoir Madeleine, c'est pas cool. je l'invite à remater Scream 3, il a un rôle dedans. Voilà, ou JFK, on en a parlé à l'époque. Voilà, nous on peut conclure sur Ferrari. C'est pas forcément de recommandation, quoique. Moi, si je devais recommander quelque chose sur les bagnoles, ce serait le documentaire de Senna, sur Ayrton Senna, pilote de course brésilien qui s'est fait la guéguerre avec Alain Prost pendant des années. Vraiment un documentaire poignant sur ce pilote de Formule 1 donc, qui est mort sur le circuit d'Imola quand j'étais tout petit. Je me souviens encore l'avoir pleuré alors que... Enfin voilà, je connaissais pas trop, mais tu sentais quand même de la bienveillance chez ce mec. Et vraiment, mater ce documentaire qui s'appelle Senna, il doit être disponible un peu partout. Voilà pour ma reco bagnole, qui donc n'est pas un film mais un docu, quoi. Et nous, pour terminer, comme d'habitude, des petites recos en vrac en troisième partie. Depuis le début sur la table, il y a le disque de The Crow, le premier, sorti en
Il me semble que c'est 80. Avec Brandon Lee. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a une bande-annonce de The Crow qui est sortie, qu'on peut envoyer, je crois, en extrait. Et on parlait vite fait. When someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. And sometimes something so bad happens. Mais Thibaut, tu es dans la bande-annonce? Ouais, c'est vrai qu'on m'a dit que je ressemblais au mec de la bande-annonce quand je me mettais comme ça avec la lumière. Donc c'est assez flatteur. Et du coup, Pierrot, t'as ramené The Crow. Anecdote là-dessus en plus. Ouais, j'ai quelques anecdotes. Je vais essayer de faire court. En vitesse, Brandon. Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Brandon? Alors, déjà, il y a la nouvelle bande-annonce de ce film de merde qui va sortir bientôt, que je vous invite à voir. On l'a déjà montré celle-là. N'allez pas voir ce film. Je pense que ça va être une merde, mais vous devez vous en douter au vu de la bande-annonce, qui donc apparemment est tirée d'un nouveau comic book qui est sorti dans les années 2011. Enfin, de toute façon, on s'en fout, c'est vraiment de la merde. Oh là là. Je vous invite vraiment, par Vieux contre... con. Ah ouais, non, mais si vous voulez, vous pouvez me traiter de boomer, j'en ai rien à foutre. En tout cas, j'estime avoir du goût. Vous regardez le film d'Alex Proyas, c'est bien mieux, fait en 94. C'est quelqu'un qui vient de l'école australienne, qui a fait des clips, qui est de la même école que David Fincher. Malheureusement, c'est le destin tragique de Brandon Lee qui verra qui va mourir pendant le tournage, malheureusement, tué par un acteur par accident, comme ce qui a pu arriver sur le tournage de je sais plus quelle série par Baldwin là. Belle la vie, je crois. À Marseille. Non, c'était un film de western. C'était un film de western, il me semble. Et donc du coup, c'est tiré d'un comic book dont en fait, il faut savoir que le dessinateur, il a eu l'idée de faire ce comic book parce qu'en fait, il a perdu sa nana avec qui il devait se marier. Elle s'est fait écraser par un chauffeur qui était complètement bourré. Et donc, pour faire le deuil, il a commencé à écrire un comic book sur une histoire de vengeance, en fait. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Et maintenant, quand le film a connu le destin, avec la mort de Brandon et tout ça, une fois que c'est sorti, le créateur du comic book a dit j'aurais aimé ne jamais écrire ce truc et passer à autre chose parce que finalement ce projet aura coûté la vie à 2 personnes, quoi, dont le fils de Bruce Lee. Voilà. Par contre, alors ça c'est à voir. Hein. C'est vraiment. Alors je dis pas que le film est parfait. C'est un premier film, mais qui est hyper chargé d'images que vous n'oublierez jamais de votre vie. Si vous aimez le gothique, vous allez être servi. C'est hyper bien éclairé. Il y a des money shots, mais qui valent tous les plans qu'on voit maintenant dans les films. Voilà. Il y a des acteurs de second couteau. Il y a Tony Todd qui joue le premier Candyman, qui a aussi bénéficié d'un remake de merde. Tiens, décidément, on a vécu au remake de merde, c'est pas possible. Vous avez Michael Wincott qui joue dans Alien Résurrection. Je tiens à préciser qu'un Alien Romulus, encore un Alien, va bientôt sortir. On espère que ce sera bien cette fois-ci. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais m'arrêter là pour pas faire court. Enfin, en tout cas, faites-moi confiance. Matez ce film. Voilà, je vous le remontre encore une fois. Regardez-le, vous ne serez pas déçus. Et restez curieux sur celui qui arrive. On sait pas encore si c'est de la merde vu qu'il est pas sorti. Je pense que pour moi, les dés sont pipés quelque part. Victor, t'as une petite reco Moi, c'est pour rester dans les bagnoles. Je vais faire très simple. Allez voir Speed Racer des sœurs Wachowski. C'est incroyable. C'est le meilleur film de bagnole que je puisse vous conseiller. Ok. Alima, t'avais un petit truc? Pas spécialement. Non. Tu m'avais parlé d'un film que t'avais vu. Ce serait peut-être bien de mettre la lumière dessus avec Bill Murray. Ah oui, que j'ai revu cette semaine. Ouais, pourquoi pas. Une reco sympathique, ça c'est bien. Attends, du coup, je cherche le titre. Un jour sans fin. Groundhog Day. Voilà, et film qui est trop cool et qui est trop bien fait. C'est une madeleine ce film, c'est trop Et ouais, et vraiment trop intéressant et à la fois bonne ambiance et voilà, et avec son petit fond de tristesse comme Bill Murray sait faire. Et voilà. C'est un super film, je m'en souvenais pas. Un jour sans fin. Ce qui a une fin par contre, malheureusement, c'est cette émission. Et on y est arrivé. Quel rebondissement, bravo. On y travaille de plus en plus. Merci à vous pour cette émission qui était très intéressante. On espère que tout le monde veut voir Boogie Night. Aller voir Ferrari par curiosité, regarder Un jour sans fin, Speed Racer et un truc de corbeau là.
Et nous on se retrouve la prochaine fois pour parler peut-être de choses cachées et de gens qui boivent du sang éventuellement. En attendant, mettez des commentaires, mettez des pouces, des partages, ce que vous voulez tant que vous faites parler de cette émission. À bientôt. Salut. Salut. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein?